Aujourd'hui, on plonge dans l'un des plus grands mystères de la médecine, le coma. Cet état suspendu, quelque part entre la vie et, bien, l'inconnu. C'est la question centrale. Qu'est-ce qui fait la différence entre être là, conscient, et soudain ne plus y être? Pour le comprendre, il faut s'aventurer au cœur de la machine, dans notre cerveau, pour voir comment il s'allume, et surtout, comment il peut s'éteindre de façon aussi brutale. Bon, pour piger ce qui se passe quand le cerveau s'éteint, la première étape, c'est de comprendre comment il reste allumé. Et en fait, c'est assez simple. Tout repose sur deux grands principes. L'analogie la plus parlante, c'est celle de l'ordinateur. L'éveil, c'est le bouton Power. C'est le courant qui arrive dans la machine. Elle est allumée, point. Mais ça ne suffit pas. L'attention consciente, c'est le système d'exploitation, Windows, macOS, peu importe, et tous les logiciels qui tournent. Pour que l'ordinateur soit vraiment fonctionnel, il faut les deux, c'est évident. Du courant est un programme qui tourne. Et justement, la pièce maîtresse qui gère cette alimentation, c'est ce qu'on appelle le SRAA. Un nom un peu barbare, c'est vrai. Pensez-y simplement comme le contacteur d'allumage du cerveau. Il est situé dans le tronc cérébral et son boulot, c'est de bombarder le reste du cerveau de signaux pour le garder, éveillé. Du coup, un coma, ça arrive de deux manières. Soit ce contacteur est coupé net, soit tout le système d'exploitation, c'est-à-dire les deux hémisphères du cerveau, plante complètement. Alors, qu'est-ce qui peut bien provoquer une panne aussi radicale? On va passer en revue la liste des principaux suspects. En gros, on peut ranger toutes les causes dans deux grandes boîtes. D'un côté, il y a les dégâts structurels. Là, c'est simple, quelque chose est physiquement cassé dans le cerveau. Et de l'autre, on a les problèmes qu'on appelle diffus. C'est un peu comme si tout le système était empoisonné ou en panne de courant, mais sans qu'il y ait une seule blessure visible. Prenons un exemple de cause structurelle, c'est le plus facile à visualiser. Un gros choc à la tête, un accident de voiture, ça peut provoquer un saignement, un hématome. Le problème, c'est que la boîte crânienne n'est pas extensible. Le sang s'accumule, la pression monte, et ça vient littéralement écraser des zones vitales, comme notre fameux tronc cérébral, là où se trouve l'interrupteur. Et à l'inverse, une cause diffuse, ça pourrait être une simple panne sèche. L'hypoglycémie sévère, par exemple. Le cerveau, il faut savoir, c'est un monstre de consommation d'énergie, surtout de sucre. Si on le prive de son carburant, toutes ces cellules s'arrêtent de fonctionner en même temps. Le système s'effondre de l'intérieur, sans la moindre blessure physique. Et puis, il y a la cause toxique. Là, c'est un peu comme si un poison venait directement tourner la clé de contact en position off. Les opioïdes, par exemple, font exactement ça. Ils se fixent sur des récepteurs bien précis dans le tronc cérébral, ils éteignent le SRAA, et en prime, ils peuvent même couper la commande de la respiration. Ok, maintenant, imaginez la scène. Un patient arrive aux urgences, dans le coma. Pour les médecins, c'est le début d'une course contre la montre. Ils deviennent de vrais détectives. Chaque seconde compte pour rassembler les indices et résoudre l'énigme, parce que la vie du patient en dépend. Mais attention, avant même de commencer l'enquête, la priorité absolue, c'est de stabiliser. C'est la fameuse règle des ABC. A pour airway, on s'assure que les voies aériennes sont libres. B pour breathing, on vérifie que la personne respire et on l'aide si besoin. Et C pour circulation, on contrôle le pouls, la tension. Sans ça, le reste ne sert à rien. Une fois que c'est stable, l'examen neurologique commence. Et là, les yeux sont une mine d'informations. Une seule pupille dilatée qui ne réagit plus à la lumière, ça peut vouloir dire qu'il y a une pression énorme sur le tronc cérébral. C'est une urgence absolue. Des pupilles toutes petites, en tête d'épingle, ça crie surdose d'opioïdes. Et même la façon dont le corps réagit ou ne réagit pas à une stimulation douloureuse, ça donne des indices précieux sur la gravité des dégâts. Et puis, il y a ce chiffre qui met tout le monde en alerte. 8. C'est un score sur l'échelle de coma de Glasgow. Si le patient a 8 ou moins, c'est le signal d'alarme. Ça signifie un coma grave, et l'action est immédiate. On intube. Il faut sécuriser les voies aériennes à tout prix pour protéger le cerveau. On entre maintenant dans la phase la plus critique, la course pour inverser la situation. Parce que oui, parfois, c'est possible. La grande question, c'est, face à un coma dont on ne connaît pas la cause, peut-on faire quelque chose là tout de suite qui pourrait marcher? Est-ce qu'il existe une sorte de bouton de réveil d'urgence? La réponse est oui, dans certains cas. Et voilà la trousse à outils d'urgence, ce que certains appellent le cocktail de coma. Pourquoi on donne ça parfois à l'aveugle sans attendre les résultats? Parce que le temps presse. Une injection de glucose peut réveiller quasi instantanément un patient en hypoglycémie. La naloxone, l'antidote des opioïdes, peut le faire se remettre à respirer en quelques minutes. C'est une véritable partie qui se joue contre la montre, en pariant sur les causes les plus fréquentes et les plus faciles à inverser. Bon, récapitulons un peu tout ça. Cette plongée dans le monde du coma nous a donné quelques clés de lecture essentielles. Alors, ce qu'il faut vraiment retenir. D'abord, la conscience, c'est deux choses. L'éveil, géré par le SRAA, et le contenu de la conscience, géré par le cortex. Le coma, c'est quand l'un ou l'autre, ou les deux, sont hors service.
Le diagnostic est une enquête express. Et le plus important, beaucoup de causes sont réversibles si on agit vite. C'est pour ça que le score de Glasgow inférieur ou égal à 8 est une urgence vitale. Le temps, c'est littéralement du cerveau. Et tout ça nous amène à une dernière pensée. Finalement, étudier le coma, ce n'est pas juste s'intéresser à une maladie. C'est aussi se poser des questions sur ce que signifie être là, être présent au monde. Ça nous rappelle à quel point cette symphonie neuronale qui fabrique notre réalité à chaque seconde est incroyablement fragile.